Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons passer au travail de la théorie pour les fluides et la pression. Ça regroupe la théorie que vous devriez voir avant d'assister au cours numéro 12. On va commencer tout de suite. Les pages qui font référence à ce manuel-là, ou plutôt à cette théorie-là, c'est les pages de votre essentiel de secondaire 3, pages 228 à 236. Première chose que vous allez vous me dire, c'est peux-tu bien me dire pourquoi que le prof il part de l'univers vivant, page 58, puis qui nous amène à la page 227 de l'univers matériel? Bon, ça là, c'est assez simple, c'est que là, on a l'intention de s'en aller vers les systèmes respiratoires, puis le système circulatoire, le système sanguin. Si on regarde respiration, on parle des gaz, puis quand on parle du système circulatoire, du système sanguin, ben on parle des liquides. Fait qu'on a besoin de comprendre ce qui est un fluide et le concept des pressions qui va faire en sorte qu'on va être capable de faire des inspirations, expirations, qui va faire en sorte que dans un système fermé, les liquides vont pouvoir s'en aller tout partout où ce qu'on veut. Bref, on a besoin de cette information-là pour les deux chapitres qui s'en viennent. C'est pour ça que je vous amène aujourd'hui à la page 227. Si on débute avec qu'est-ce qu'un fluide? Un fluide, au départ, c'est une substance qui a la capacité de se répandre et de prendre la forme du contenant dans lequel il se trouve. Tout de suite, on peut dire là, que si je prends une roche puis je la mets d'un bécher, elle n'occupera pas tout l'espace du contenant. Tout de suite, je peux éliminer ce qui est les matières solides parce qu'eux autres, leur forme ne change pas. La forme ne change pas. Premier élément, on peut tout de suite isoler les solides. Les liquides et les gaz, eux autres, si je mets un liquide dans un bécher, si je le mets dans une tasse, il va se répandre puis il va prendre la forme du contenant. Je peux parler des liquides comme étant des fluides. Puis aussi, les gaz, à partir du moment où je prends un gaz puis je le mets dans un sac, si je réduis le volume du sac, si je mets ma main puis je tire dessus, là, de sorte à ce que le volume devienne de plus en plus petit, à ce moment-là, le gaz se comprime à l'intérieur de ce sac-là, puis il prend tout l'espace qu'il va y occuper. Même principe, j'imagine aussi que j'ai une bonbonne de propane, puis malencontreusement, j'ouvre la bonbonne un petit peu de propane à l'intérieur d'une pièce. Ce qui n'a pas rapport, on ne serait pas supposé avoir une bonbonne de propane à l'intérieur, mais bref, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, ça va sentir le propane partout dans la pièce. Donc, ça sous-entend que le fluide, lui, il s'est répandu partout à l'intérieur de la pièce. Quand on regarde les fluides et le corps humain, l'élément principal de notre secondaire 3, on va se rendre compte qu'il y en a beaucoup des fluides à l'intérieur du corps. Puis c'est pour cette raison-là qu'on a besoin de s'approprier comment se comporte un fluide. Vous avez des exemples de fluides. Pour le corps humain, on parle de l'eau qui représente 60 à 70% du corps humain. L'air qu'on respire, le sang qui circule dans nos veines, la salive, bref, tous les fluides qu'il y a dans le corps humain vont avoir les mêmes propriétés que ce qu'on va analyser aujourd'hui. Bon, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons séparer les fluides en deux types de fluides. Nous avons vu précédemment comme quoi qu'un solide ne pouvait pas être un fluide parce que si je le mets dans un bécher, il n'occupera pas tout le fond du bécher. Il ne se répandra pas pour occuper tout l'espace qui lui est possible d'occuper. Donc, celui-là, on le flush. Il nous reste donc les gaz et les liquides qui nous restent. Il nous reste à les séparer. Quand on va les séparer en fluides qui sont soit compressibles ou incompressibles. C'est quoi la différence entre un fluide compressible ou incompressible? Ça veut dire que tu es capable de le un compressible, tu es capable de le contraindre dans un espace plus petit. Tu es capable de le ramener dans un espace plus petit. Ce qui n'est pas possible avec un liquide. Donc, si je regarde ça, je vais dire un fluide qui est incompressible, c'est un fluide qu'on n'est pas capable ou presque pas capable de faire varier son volume. L'exemple de ça va être notre exemple de n'importe quel liquide, en fait, va faire la job. Si je parle du lait, du sang,
de l'eau, ce sont tous des fluides qui sont incompressibles. Maintenant, même principe, si je regarde un liquide compressible, je peux donner l'exemple d'une bonbonne de propane. Dans une bonbonne de propane, qu'est-ce qui se passe? C'est que je me trouve à prendre le propane, le comprimer à l'intérieur d'une bonbonne. Fait que donc, le liquide est très compacté, très compressé. Qu'est-ce qui va se passer si j'ouvre la bonbonne? À ce moment-là, le gaz, lui, il va occuper non pas seulement l'espace de la bonbonne de propane, mais il va occuper tout l'espace de la pièce. Fait que donc, un fluide qui est compressible, on peut dire aussi à l'inverse, c'est que s'il a été comprimé, quand j'ouvre la valve, il va occuper tout l'espace dans lequel il va lui être possible d'occuper. C'est-à-dire que si j'ai une pièce hermétique, j'ouvre une bonbonne de propane, il va y avoir du propane partout dans la pièce. Le gaz va se répandre partout dans la pièce. Fait que donc, fluide compressible, ça se trouve être les exemples, l'air, l'hélium, l'ozone, les fluides qui vont être incompressibles, l'eau, le lait, le jus, le sang, la salive, etc. Fait qu'une autre façon de voir qu'est-ce qui est compressible et qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est de penser que si je regarde, si je prends une pompe de vélo puis je bouche son extrémité, je suis quand même capable de descendre la manivelle, la manette un peu. Plus ça va aller, plus que ça va être difficile, mais par contre, je vais quand même être capable de la comprimer. Fait que donc, un fluide compressible, un gaz me donne l'exemple de l'air lorsque je me sers d'une pompe à vélo. Puis un autre exemple pour les fluides incompressibles, c'est de penser qu'on ne se sert pas d'un gaz pour un système de freinage. On va se servir du liquide à frein. Du brake fluid. C'est un liquide qu'on se trouve à mettre dans le master cylinder, dans le cylindromètre, pour nous permettre de freiner. On ne veut pas que ça réagisse 3 secondes après avoir pesé sur la pédale de frein. On veut que ça réagisse immédiatement. Fait que donc, on va utiliser un fluide incompressible pour faire fonctionner le système de freinage d'une automobile. Maintenant, si on regarde les caractéristiques des fluides, puis qu'on utilise le modèle corpusculaire pour le faire, on va dire que dans un fluide qui est compressible, les particules sont très espacées. Puis plus l'espace va être grand, le volume va être grand dans lequel il va occuper, plus les particules vont être espacées. Ils ne vont pas être retenus par des forces d'attraction entre elles parce qu'elles se séparent dans l'air, elles s'éloignent les unes des autres. Elles se déplacent aussi dans tous les sens. Fait que donc, parce que justement, il y a de l'espace pour le faire. Puis, elles peuvent occuper tout l'espace qui est disponible pour eux autres. Fait que donc, ça, ce sont tous les fluides qui sont compressibles, les gaz. Maintenant, si on regarde au niveau des liquides, on va dire que les particules sont rapprochées. Elles sont collées les unes sur les autres. Par contre, elles vont glisser les unes sur les autres. Elles sont retenues par des forces d'attraction. Mais ces forces d'attraction-là sont faibles, contrairement à un solide, où les forces d'attraction sont extrêmement grandes et les particules ne glissent pas les unes sur les autres, elles sont comprimées les unes sur les autres. Fait que le liquide, lui, les particules sont rapprochées, glissent les unes sur les autres pour prendre la forme d'un liquide, la forme d'un contenant, pardon. Maintenant, la pression. La pression, ça résulte d'une force qui est appliquée perpendiculaire à sa surface. On peut imaginer là-dessus, quand j'ai une aiguille puis que j'essaie de la rentrer dans ma main. Fait que donc, l'aiguille va appliquer une certaine pression. Mon doigt sur le dessus de ma main va appliquer une pression. Fait que donc, la force est appliquée perpendiculairement à la surface à laquelle on l'applique. Fait qu'en science, le concept de pression il est relié à la force exercée et à l'aire de la surface sur laquelle cette force est exercée. Si on regarde le fakir, on va se rendre compte que plus on va avoir une grande surface, plus la surface, ou plutôt plus l'espace entre les aiguilles vont être distancés, plus que la pression va être grande. Puis à l'inverse, plus les aiguilles vont être rapprochées les unes sur les autres, moins la pression qu'il va exercer sur les aiguilles va être grande. Fait que donc, plus il y a d'aiguilles, moins il y a de risque de se blesser. Contrairement à celui qui est retenu par le nez, lui, il y en a une seule aiguille, fait qu'on peut s'attendre à ce que la pression soit très grande. Fait que donc, on dit la force et l'air sont les deux éléments qui vont faire varier la pression. Fait que la force,
ben, c'est l'action qui modifie le mouvement d'un objet, qui accélère, qui ralentit, qui l'arrête ou qui la dévie, puis qui crée une déformation de l'objet. Fait que cette force-là, plus elle va être grande, hein, c'est-à-dire qu'admettons que je prends un marteau, puis je la descends rapidement sur ma main, ben, la force va être grande, donc je m'attends à ce que la pression aussi soit grande, puis que ça fasse mal. Si la force est petite, ben, ça se peut que ça ne fasse pas mal du tout. À l'inverse, si je regarde l'air, on disait l'air, ça se trouve être l'espace, la dimension de la surface d'un objet. Fait que plus la dimension va être grande sur laquelle on applique cette pression-là, moins la pression va être forte. Fait que donc, on remarque une aiguille très très petite, hein, quand on se fait insérer une injection, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas besoin d'appliquer une grande pression pour que l'aiguille pénètre notre corps parce que la surface, l'air qu'elle occupe, est très très petite. Maintenant, toujours pour comparer deux choses, pour comparer quelle pression qu'on se trouve à avoir quand plus la force va être petite ou plus elle va être grande, je vous donne l'exemple de deux personnes qui se promènent en raquette. Hein. Une est assez mince, comme qu'on peut voir ici. Là. Fait que si vous regardez, la personne est assez mince. D'habitude, quand je pèse sur le crayon, là, ça fonctionne. Ah, tiens, et voilà. Fait que donc, si je regarde ici, là, bon, bref, ça ne veut pas, fait qu'on va y aller avec une flèche, là, puis je vais vous identifier ça. OK. Fait que cette personne-là, qui est plutôt mince, va appliquer une pression moins forte sur les raquettes. Sur la neige, en fait. Fait que, et sur les raquettes et sur la neige. Fait que donc, qu'est-ce qui va se passer? Une personne qui va être un peu plus bedonnante, elle va avoir un peu plus de problèmes. La personne qui va être plus bedonnante, elle va être plus lourde. Fait que cette personne-là, en étant plus lourde, va appliquer une plus grande pression sur les raquettes. La surface étant la même, les raquettes de la même dimension, qu'est-ce qui va se passer? Celle-là, elle va être un peu plus à l'intérieur. Hein? On va regarder ici, là, elle va creuser plus à l'intérieur de la neige. Fait que donc, plus on applique une force qui va être grande, plus la pression va être grande. L'exemple des raquettes sur la neige. Et à l'inverse, évidemment, plus la force va être petite, bien, plus la pression va être petite. Donc, une petite personne qui embarque sur des raquettes de même dimension va caler moins à l'intérieur de la neige. Maintenant, le deuxième concept, on imagine une personne ou bien deux personnes de la même masse, du même poids, qui sont sur des formats de raquettes qui sont différents. Fait que plus que la raquette va être grande, plus qu'elle va occuper une grande surface, donc l'air de contact va être grand, bien, moins elle va pénétrer à l'intérieur de la neige. À l'inverse, plus les raquettes vont être petites, bien, plus elle va se trouver à pénétrer dans la neige. Fait que donc, on dit que si l'air de la surface de contact augmente, qu'est-ce qui se passe? La pression va diminuer. Plus la raquette est grande, moins il y a de pression sur la neige, moins tu cales. Plus la surface de contact diminue, plus la pression va augmenter, plus la pression augmente, plus tu vas caler dans la neige. Pour le calcul de la pression, maintenant, on dit que la pression se mesure en pascal. C'est le système international d'unités. Hein? Fait que le pascal est représenté par les lettres P majuscule, A minuscule. Fait que donc, dans la formule P est égal à F sur A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force est exercée en newton, puis cette force-là est divisée par l'air. Puis l'air, elle, est exprimée en mètres carrés. Fait que donc, l'exemple que je vais pouvoir vous montrer au tableau, c'est une boîte. Supposons que j'ai une boîte de 5 cm² par 10 cm². Puis cette boîte-là, elle a une masse de 1 kg. On se demande quelle va être la pression qui va être exercée sur le sol, mettons, ou sur la table. Fait que donc, ça, c'est la question qu'on se pose. Maintenant, je trouve ça étrange que j'arrive pas à avoir un crayon, là. Et voilà.
Fait que, donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est on va regarder ça. Donc, on dit, si on connaît déjà que c'est la pression qui est exercée est de 10 newtons. Pourquoi 10 newtons? Bien, sachant que la traction terrestre, c'est 10 newtons par kilogramme, ici, ce qu'on a, c'est 1 kilogramme. Fait que donc, 1 kilogramme, 10 newtons. Maintenant, quelle va être l'aire de contact? Là, il faut se rappeler que l'aire de contact est exprimée en mètres carrés. Fait que donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre notre... Attendez une seconde, on va tasser ça un petit peu là. Puis on va dire, il faut prendre maintenant nos valeurs qui étaient de 5 cm. 5 cm, c'est 0,5 mètres. Puis je le multiplie par 0,1 mètre, qui se trouve être 10 cm. Donc, qu'est-ce que ça va me donner comme résultat ici? On va avoir un résultat de 0,005 mètres. Hein? Donc, ça va me donner la surface en mètres carrés. Oh, c'est pas un beau carré, mais en bref, c'est ça. La surface en mètres carrés, cette surface en mètres carrés, là, va être multipliée par la force qui est exprimée en newton. Je fais le calcul, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 2000 pascal. 2000 pascal, ben, maintenant, si je veux mettre ça en kilopascal, 2000, le point est ici. Je vais le déplacer de 3 vers la gauche, ça va me donner 2 kilopascal. Wow, 2 kg, excusez-moi, 2 kilopascal. Fait que donc, un petit exercice ici pour vous démontrer qui exerce la plus grande pression, soit un clown ou l'éléphant. Là, évidemment, là, en le faisant en ligne comme ça, malheureusement, la présentation ne me permet pas de faire avancer mes réponses. Mais bref, vous avez un clown de 80 kg sur des échasses de 2 cm par 2 cm. On se rend compte que le calcul va nous donner une pression de 1000 kPa. Fait que donc, la pression est très, très grande. Et par contre, un éléphant, lui, qui a une masse de 3000 kg répartie sur 4 pattes de 15 cm de rayon. Il faut se rappeler que le rayon, là, c'est l'air, c'est 2 pi r, là. Fait que donc, on a un petit calcul supplémentaire à faire pour calculer l'air, la surface, et ça nous donne finalement 106 kPa. Fait que je vous invite à faire ce calcul-là, à faire ce petit exercice-là, même si vous avez déjà les réponses et vous avez le développement en dessous, pour vous permettre de bien saisir la teneur des calculs qui sont rattachés à la pression. Maintenant, il se trouve à y avoir 3 principes qui sont liés aux mécanismes liés à la variation de pression d'un fluide. Le premier principe, c'est de dire qu'un fluide se déplace naturellement d'un endroit ayant une pression plus élevée à un endroit ayant une pression moins élevée. Ça va être un principe qui va être appliqué lorsqu'on va regarder autant le système circulatoire que le système respiratoire. Fait que très important de comprendre que quand la pression est très, très, très grande, si on ouvre la valve, qu'est-ce qui se passe? Ben, les pressions vont s'équilibrer. Le deuxième principe, lui, c'est si on applique une pression à la surface d'un fluide qui se trouve dans un milieu fermé, cette pression va se répartir uniformément partout dans le fluide. Fait que donc, deuxième principe, on applique une pression n'importe où, qu'est-ce qui se passe? La pression va être répartie uniformément, donc les molécules vont se disperser de façon uniforme à l'intérieur de l'espace qui est fermé. Troisième principe, on dit qu'on est capable de faire un transfert de pression dans un fluide, puis ça peut permettre d'amplifier une force. Fait que donc, je vous donne un exemple, hein, on est capable de faire fonctionner un cric hydraulique, hein, on va dire un jack hydraulique. Fait que, donc, à l'aide d'une petite force, on va être capable de soulever des forces très, très, très grandes. Maintenant, si on regarde la pression qui est exercée par un fluide incompressible, ben, si vous regardez la pression exercée dans un fluide incompressible, ça va dépendre de la profondeur de l'objet dans le fluide, puis de la masse volumique du fluide. Fait que donc, dans ce cas-ci, on a une bouteille, hein, la bouteille qui est représentée ici va vous montrer qu'on se trouve à avoir 3 profondeurs.
trois trous, les trous sont faits à différentes profondeurs. Si vous regardez, ben, la masse volumique du fluide demeure la même parce que c'est toute de l'eau. Supposons que c'est de l'eau à l'intérieur de la bouteille. Donc, la masse volumique est la même. Ce qui change dans cette photo-là, c'est tout simplement la profondeur. Le liquide qui est le plus profond il va avoir beaucoup plus de pression qui va être exercée. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien, la pression en étant plus grande, le jet va aller plus loin. Et plus on va monter, bien, le jet va aller moins loin parce que la pression qui est exercée contre ce fluide-là est moins grande vu que la profondeur est moins élevée. Ça, on va retrouver ça aussi sur certaines boules. Qu'est-ce qu'on utilise? Certains thermomètres qui fonctionnent à l'aide de boules dont la pression intérieure de ces boules-là est différente. Donc, on va s'en servir comme thermomètre. Deuxième principe, on va dire que la pression qui est exercée par un fluide compressible, bien, la pression dépend du nombre de collisions entre les particules. Puis, bien, qu'est-ce qui fait varier le nombre de collisions? Il y a trois facteurs qui vont faire varier le nombre de collisions. La première chose, c'est, j'imagine, dans un espace précis, ben, si j'ai moins de particules, il y a moins de collisions entre les particules. C'est un peu comme, je suis sur la route, je n'ai pas de circulation sur la route, ben, il n'y a pas de chance vraiment que je rencontre d'autres véhicules puis que j'aille des collisions. Par contre, je suis en pleine circulation, il y a une forte concentration d'automobiles, ben, le nombre de particules est plus élevé, plus de chances d'avoir des collisions. Fait que le principe est le même, plus le nombre de particules va être grand, plus le nombre de collisions va être grand. Deuxième principe, quand je me trouve à faire chauffer les particules, ben, les particules vont vibrer, ils vont se déplacer de plus en plus rapidement. En se déplaçant plus rapidement, ben, ce qui va se passer, en augmentant la température, le nombre de collisions augmente. La troisième chose, ben, c'est le volume du fluide. Fait que donc, si j'ai un nombre, on peut imaginer maintenant, je prends encore le même principe avec l'automobile. Maintenant, j'ai 10 automobiles qui sont à l'intérieur d'un grand stationnement de centre commercial. Bien évidemment, ces 10 automobiles-là, il y a peu de chances qu'elles rentrent en collision. Par contre, si je prends ces mêmes 10 automobiles-là, puis je les mets dans un tout petit stationnement, qui a de la difficulté à rentrer 8 automobiles, bien, fort probablement qu'il va y avoir plus de collisions. On peut déjà imaginer ça. Fait que donc, trois facteurs qui vont faire varier le nombre de collisions. Le nombre de particules qu'il y a dans un espace, la température qui se trouve à y avoir, et finalement le volume du fluide. Fait que maintenant, la relation qui va entrer entre la pression et le volume d'un fluide qui est compressible, on va dire que quand le volume augmente, la pression va diminuer. Quand le volume diminue, la pression augmente. Fait qu'encore une fois, là, toujours à température constante, évidemment, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai un fluide qui est compressible, si j'augmente le volume, on imagine là, que j'ai un ballon, il y a une certaine pression dans ce ballon-là, je tente de comprimer ce ballon-là, qu'est-ce qui se passe? La pression, elle augmente. Le volume est donc plus petit, le volume a diminué, la pression, elle a augmenté. À l'inverse, j'augmente l'espace, fait que si j'augmente l'espace, la pression va diminuer. Fait que donc, on dit toujours à température constante, le volume d'un fluide compressible est inversement proportionnel à la pression. Maintenant, si on regarde des applications qui nous touchent un peu plus, l'atmosphère. L'atmosphère, c'est une couche d'air qui entoure la Terre. Cet air, c'est un mélange de gaz, puis il exerce une pression sur nous. Cette pression, c'est la pression atmosphérique. Plus qu'on va monter en atmosphère, en altitude, ben à ce moment-là, la pression va se trouver à diminuer. Plus qu'on va s'en aller plus bas en altitude, plus la pression va être grande. Fait que donc, même principe s'opère aussi dans l'eau. Plus on va augmenter, plus qu'on va descendre dans l'eau, plus la pression va devenir grande, et plus on va monter à la surface de l'eau, moins la pression va être grande. Fait que donc, c'est un peu pour ça que si on regarde, on a deux milieux ambiants. Ici, quand on regarde à l'intérieur d'une oreille, on va voir le principe d'une oreille éventuellement, mais il y a deux pressions. La pression qui se trouve être exprimée ici à l'intérieur de l'oreille,
on a la membrane ici qui est le tympan qui se trouve à séparer la pression intérieure de l'oreille de la pression extérieure. Fait que donc, si la pression se trouve à être pas suffisamment grande et que la pression est très grande de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? Le tympan, il va bloquer. Même principe à l'inverse, si je monte en altitude, même principe, notre tympan va avoir tendance à bloquer de l'autre côté. Fait que donc, la pression doit être uniforme d'un côté et de l'autre pour ne pas avoir ce blocage-là. Fait que le cœur aussi va être un élément qui va être important pour nous parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une certaine pression sanguine et ça on va le voir quand on va regarder le mécanisme du sang, mais bref, on sait que le sang est un fluide qui est incompressible et il va fonctionner à l'aide d'une pompe. Fait que donc, ça va être très important de comprendre les principes de fonctionnement des fluides incompressibles quand on va arriver dans le système circulatoire. L'autre principe que je vous disais, quand on pense à un autre mécanisme naturel, ça se trouve à être le système respiratoire. Nos poumons se remplissent grâce au mécanisme naturel de la pression qui est exercée à l'intérieur de nos poumons versus la pression qui est à l'extérieur de notre corps. Fait que donc, lorsque les poumons prennent un volume plus grand, la pression devient plus faible à l'intérieur, les poumons se remplissent d'air. Et à l'inverse, quand les poumons se vident, c'est qu'on comprime le poumon, la pression devient très grande et on procède à une expiration. Le vent aussi, c'est un phénomène qui est naturel entre des masses d'air qui ont des pressions différentes. Fait que donc, en ayant des pressions différentes, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un effet de vent. Comment qu'on mesure la pression maintenant? Il y a plusieurs façons. En fait, c'est qu'il y a plusieurs unités qui vont nous permettre de mesurer la pression. Si on regarde les manomètres de pression d'huile, on va retrouver soit en bar ou en PSI. On va appeler ça des pounds per square inch, des livres par pouce carré, évidemment dans le système impérial, et des bars dans le système métrique. Les jauges de pression vont fonctionner pour les pneus. Ça va être le même principe aussi. Ça va être soit en PSI, en Pascal ou en bar. Puis la pression artérielle, elle va être en milligrammes de mercure. On appelle ça des tores. Fait que les tores sont exprimés en Hg, Hg pour mercure, millimètres de mercure. Et voilà, ça complète la présentation d'aujourd'hui, puis les pages que vous allez avoir à faire soit en classe ou à la maison, 2,28 à 2,36. Puis n'oubliez pas, il y a toujours une possibilité quand on termine la matière qu'il y a des mini-tests qui suivent.